Chers auditoires, veuillez les applaudir, s'il vous plaît. L'équipe contre à gauche, qui défend les comptes. Voilà, merci. Nous appelons ici les représentants des deux équipes. Celui de l'ENI et celui de FMOS, FAPH. Les représentants des deux équipes, s'il vous plaît. Vous êtes les représentants de FMOS. Alors, nous avons besoin du représentant de l'ENI. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, honorables invités, très chers étudiants, bonjour. Je suis Mohamed Abdelrahman Sissé, étudiant en 7e année de médecine, faisant fonction d'interne à la faculté de médecine odonto-stomatologie. Aujourd'hui, c'est pour moi un immense plaisir de représenter les deux facultés, c'est-à-dire la faculté de médecine, d'odonto-stomatologie et de la faculté de pharmacie. Je vais profiter de cette occasion pour vous transmettre les salutations les plus fraternelles des deux décanats. Nos différents doyens auraient aimé être là aujourd'hui, mais compte tenu de leurs obligations pédagogiques et administratives multiples, ils n'ont malheureusement pas pu effectuer le déplacement. Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier les initiateurs de cette activité pour nous avoir adhérés, pour nous avoir associés à cette initiative très très salutaire. Nos deux facultés, c'est-à-dire la faculté de médecine, de l'odontostomatologie et la faculté de pharmacie, sont considérées à l'échelle nationale comme des vitrines d'excellence, des vitrines de débat. Et aujourd'hui, avec l'équipe qui nous représente, je suis convaincu que toute l'assistance, que tout le monde sera très ravi de leur prestation. On m'a demandé d'être bref, donc je vais m'en arrêter là, même si j'ai encore beaucoup à venir. Je vous remercie. Merci. À présent, les représentants de l'ENI, Ibrahim Tamboura, vous avez la parole. Bonjour chers tous, bonjour chers assistants, bonjour chers débatteurs. Félicitations aux initiateurs de ce programme. C'est réellement un programme de renforcement des capacités, ce dont les étudiants ont besoin aujourd'hui. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'étudier à l'école, il s'agit aussi de renforcer son sens de leadership, son sens de communication et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, les voir venir prester, dépasser leurs limites, je pense que c'est largement suffisant. Il n'y aura pas de gagnants ni de perdants, il y aura juste des gens qui auront amélioré leurs compétences, qui auront tout donné pour que réellement leur position soit connue. Et c'est de ça aujourd'hui dont on a besoin, qu'on ait les arguments, des idées et qu'on puisse réellement les défendre. Merci bien. Merci les représentants de l'INI, M. Tamboura. M. Boubacar, la projection. Vous avez devant vous à la personne de Moussa Sako, étudiant à la Grande École nationale d'ingénieur Abderrahmane Baba Touré, au département génie civil niveau licence. Le jour de la compétition, ils doivent s'attendre à un spectacle sans limite. À cela, nous répondons oui haut et fort. Nous sommes prêts, très prêts, car le jour du débat, lorsque, après notre intervention, la faculté de médecine parvient à tenir 5 secondes, ils ont gagné. Face à notre école, le mot faible me paraît pas assez fort, car je dirais ils sont très faibles par rapport à nous. Nous avons des arguments appuyés par des chiffres et des preuves concrètes, d'où ils ne peuvent pas refuter cela. Après les 15 premières secondes, vous êtes allé un peu trop loin. Sinon, dès les 5 premières secondes, nous allons les mettre KO. Je vous assure, cette faculté ne pourra pas se relever après ce KO. Ça, je vous le dis. Une garantie, une conviction et une promesse. Vous savez également qu'une promesse est une dette. Nous honorons toujours nos dettes. Chers supporters, chers camarades, chers amis, venez nous supporter massivement, car
nous allons vous dire une chose. Vous avez devant vous une équipe qui ne succombera jamais face à l'émotion. Une équipe dont les principes sont la détermination, la formation et la perfection. Et sachez une chose, nous, les représentants de la Grande École nationale d'ingénieurs, nous sommes la solution aux équations des gens de la faculté de médecine. Ils ne pourront pas nous battre. Venez assister à un spectacle sans limite. Je suis Adama Michel Mélissa, étudiante en 5e année de médecine à la faculté de médecine, d'odontostomatologie et de pharmacie de Bamako. C'est que nous allons donner le meilleur de nous. Mais au-delà du meilleur, nous allons partager la réalité du peuple en fait. Notre équipe, elle n'est pas prête, mais elle est plus que prête. Car pour défendre les couleurs de notre faculté, on donnera tout. Ce que doit retenir de nous l'équipe de l'ENI ABT, elle doit retenir que nous sommes des hommes engagés, des hommes déterminés, mais aussi des hommes d'une scientificité avérée. Et ça, chaque mot, chaque phrase et chaque paragraphe de notre débat le démontrera. Eh bien, je dirais juste que c'est celui qui dit qui est. Sinon, nous, on n'a rien à se reprocher. Écrasé aux 15 premières secondes. Eh bien, je répète encore, c'est celui qui dit qui est. Donc, je pense plutôt que c'est eux qui se feront écraser, mais laminer aussi aux 15 premières secondes. Le fait de se retenir n'est aucunement un signe de faiblesse, mais un signe de grandeur et de maturité, mais aussi de sagesse. Car c'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Sinon, les tonneaux pleins là, vous ne les entendez presque jamais. Le sel ne fait jamais la publicité, mais c'est les cubes que vous verrez faire la publicité. Nos derniers mots à l'endroit de nos supporters et de nos invités est que ils doivent sortir massivement pour cette compétition et surtout pour ce débat, car le thème même montre l'importance capitale. Donc, nous les invitons massivement ce dimanche 15 pour cette compétition. Je rappelle que le thème est intitulé « La prolongation de la transition est-elle nécessaire ?» FMOS, FAPH défend les oui et l'ENI défend les non. Alors nous invitons ici l'équipe pour, les capitaines de l'équipe pour. Honorables membres du jury, très chers invités, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Adama Michel Mélissa, étudiante en 5e année de médecine. Socrate disait, je cite, « Prends la parole dans 2 circonstances, quand il s'agit de choses que tu connais parfaitement ou quand la nécessité l'exige. » Fin de citation. Aujourd'hui, plus que jamais, la nécessité de répondre par l'affirmative, de façon limpide, précise et concise, sur la question de savoir la prolongation de la transition est-elle nécessaire, nous exige de prendre la parole en cette belle matinée. Mais avant d'aller plus loin, charmant auditoire, permettez-moi d'éloigner de vous toute zone d'ombre sur le sujet en définissant les mots et expressions clés du thème, à savoir prolongation, est et nécessaire. D'après le dictionnaire Le Larousse, la prolongation se définit comme l'action de prolonger quelque chose, d'en accroître sa durée. Quant à est, dans le dictionnaire l'internaute, le dictionnaire l'internaute nous dit que c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Il traduit le fait d'exister, d'avoir une réalité. Et pour nécessaire, dans le dictionnaire Le Robert, se définit comme la présence requise pour répondre aux besoins de quelqu'un ou au fonctionnement de quelque chose. Très cher auditoire, pour peser les vrais pourtours de ce thème, un retour dans le passé s'impose. 18 août 2020, après avoir pris possession de la base militaire Soundiata Keïta de Kati, un groupe de soldats acclamés par la population descendit sur Bamako pour procéder à l'arrestation du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son premier ministre Boubou Cissé. Ce n'est que dans la fin de cette journée que beaucoup de cœurs trouvèrent leur joie. Pourquoi? À cause de la démission du président de la République, la dissolution du gouvernement et du Parlement. Mesdames et messieurs, plein d'autres événements ont découlé de ce coup d'État, notamment la venue de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour, premièrement, connaître la situation du pays et deuxièmement, connaître les suites des événements.
À la suite de quoi, des discussions ont été mises sur la forme, sur la durée de la transition. À la fin de ces discussions, a été proposé par les autorités 3 ans et 2 ans, chose qui a été refusée par la CEDEAO. Par la suite, grâce aux concertations nationales menées par cette transition, il y a eu une autre proposition, 5 ans. La CEDEAO a encore dit non. Mesdames et messieurs, jusqu'à dernièrement, où ce gouvernement de transition, soucieux de mettre des bases solides dans ce Maliba et de résoudre les problèmes que bon nombre ont fui, a décidé de proposer 24 et 18 mois. Tenez-vous tranquille, un refus encore. Tous ces refus ont freiné cette transition dans son processus de réalisation de son plan d'action. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous donner la situation du pays. Dans un Mali où la population n'a plus confiance à la classe politique, dans un Mali ayant subi 3 transitions convenables à la CEDEAO, mais sans soigner le Maliba, dans un Mali où 70% du territoire est couvert d'insécurité, dans un Mali où la corruption était le rythme favori des administrateurs, dans un Mali où les gouvernants ne cherchant qu'à s'enrichir, détruisaient ainsi le secteur sanitaire et le secteur social en créant le chaos, dans un Mali qui sombrait, mesdames et messieurs, dans les chantiers délaissés. Cette transition a été pour lui en quelques mois une grande bouffée d'air frais, une grande bouffée de changements positifs. Elle a donc plus que besoin à l'heure actuelle d'une prolongation pour bien poser les bases de ce Maliba. Et c'est ce que vous démontrerons. L'éloquent et persuasif Alfousseni Niamazie dit ça. Le charismatique Mohamedou, le charismatique Modibo Kane Samasekou et moi-même tout au long de ces débats. Tenez-vous bien, car il y aura du loup. Je vous remercie. Monsieur le Président, directeur général de l'entreprise d'appui et de conseil, Dr Mohamed Sekou Sempara, honorables membres du jury, chers co-débatteurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités et tout protocole confondus, bonjour. Vous avez devant vous à la personne de Moussa Sako, étudiant à la Grande École nationale d'ingénieur Abderrahmane Baba Touré au département génie civil niveau licence. Pour les fins de notre prise de parole dans les minutes qui vont suivre, je serai accompagné par mademoiselle Kani Konaté, étudiante au département génie mécanique et énergie, et de monsieur Issa Kanté, étudiant également au département génie mécanique et énergie. Mesdames et messieurs, je ne saurais entrer dans le vif du sujet sans vous rappeler comment cette transition est là présentement. Revenons un peu en arrière. Assimi Goïta renversa le pouvoir démocratique de feu Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, un 18 août 2020. Bandao, désigné par le président du CNSP Assimi Goïta le 21 septembre 2020, puis renversé par un coup d'État. Assimi Goïta, vice-président, de facto président de la transition après l'arrestation et la démission du président Bandao et du premier ministre Mokhtar Wane. Maintenant, mesdames et messieurs, nous pouvons bien parler de notre thématique. La prolongation de la transition est-elle nécessaire? À cela, mesdames et messieurs, nous répondons haut et fort. Non, cette transition ne doit pas être prolongée. Au contraire, elle doit être freinée. Mesdames et messieurs, 18 mois. Vous n'êtes pas sans savoir que, au début de la transition, nous étions convenus, tout le monde, sur une durée de 18 mois. Qu'avons-nous constaté? Les premiers 9 mois, il y a eu un coup d'État dans un coup d'État dont les militaires ont dénommé comme une rectification de la transition. Permettez-moi de vous dire ceci. Ce n'était nullement une rectification, mais un échec pur et simple des militaires. Ensuite vient la deuxième phase de la transition. Qu'avons-nous constaté? Dirigée par son Excellence le colonel Assimi Goïta. Cela fut également un échec lamentable. 18 mois de perdu, rien n'a été fait. L'on ne peut se tourner vers aucune structure aujourd'hui où il y a eu de l'amélioration. Mais mesdames et messieurs, cela est inconcevable. Imaginez un gouvernement de transition vouloir faire des réformes avec un plan d'action gouvernemental allant à près de 250 milliards de francs CFA. Mais cela est inacceptable, voire même inconcevable, mesdames et messieurs. Or, nous ne sommes pas sans savoir que une transition n'a pas vocation à faire des réformes, ni à perdurer au pouvoir. Ces militaires
nous constatons qu'ils veulent perdurer au pouvoir. Ils n'ont pas, le peuple les a fait confiance le 18 août. Mais qu'avons-nous constaté aujourd'hui? Ils ont déçu le peuple malien. S'ils demandent une prolongation de cette transition, ça veut dire qu'ils n'ont rien foutu pendant les 18 mois passés. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas nous hasarder à suivre cette transition, car ça risquerait vraiment de nous conduire à notre perte. Mesdames et messieurs, auguste assemblée, si nos co-débatteurs ici présents tentent de gagner un pari fou en défendant la prolongation de cette transition, ils vont s'en mordre les doigts. Mesdames et messieurs, disait un grand auteur, on peut convaincre par la force de la vérité, mais on ne peut pas imposer la vérité par la force. Tout au long de ce débat, mes camarades et moi vont vous prouver par des arguments solides que cette transition n'a plus sa raison d'être et doit être freinée. Mesdames et messieurs, tout au long de ce débat, nous aurons peur d'une seule chose, qu'ils retiennent bien cela, que le procureur Touré de la commune 4 ne nous fasse un procès comme quoi nous troublons l'ordre public par rapport à notre position. Sinon, je vous assure que vous allez assister à un spectacle sans limite et nos co-débatteurs vont nous rejoindre tout bonnement. Je vous remercie. Déçu par le peuple malien. Aucune amélioration en 18 mois sont les mots que j'ai cru entendre. Dites-moi, mesdames et messieurs, vivons-nous dans un même Mali que nos très chers contradicteurs? Non, je ne pense pas. Honorables invités, très chers émissaires de la CEDEAO, de l'UEMOA et de l'Union européenne, laissez-moi vous dire que vous prêchez dans le désert, car la prolongation de cette transition est une nécessité absolue, malgré les multiples efforts à vouloir la réduire au simple fait de la tenue des élections. Et vous allez savoir pourquoi. John Fitzgerald Kennedy, ancien président des États-Unis d'Amérique, disait, je cite, « L'humanité devra mettre un terme à la guerre, ou la guerre mettra un terme à l'humanité. » Fin de citation. C'est dans cette optique que nos autorités de la transition, à travers leur premier axe, portant sur la sécurité nationale, sont en train de poser les bases solides pour un retour rapide de l'intégrité territoriale, sans laquelle, je le rappelle, il n'y aura pas d'élection représentative du peuple digne de ce nom. Chère assistance, depuis plusieurs années déjà, une bonne partie des Maliens vivent dans la peur, le désarroi, le traumatisme de voir fils, filles, femmes et mères enterrés et brûlés. Et à leur lourd fardeau s'ajoute la perte de certains de leurs droits fondamentaux, notamment le droit à la libre circulation, au culte, mais surtout le droit de vote. Mesdames et messieurs, des terroristes neutralisés, des bases démantelées, des suspects arrêtés, des engins explosifs détruits, des armes lourdes et des détonateurs récupérés sont le bilan quasi quotidien publié par la Direction de l'information et des relations publiques de l'armée, la DIRPA. Et à cela s'ajoute, mesdames et messieurs, au plus grand bonheur des Maliens, 50 000 déplacés en quelques mois et 20 000 en 2 semaines ont regagné leur localité, d'après les propos tenus par ce très cher docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre de la transition du Mali, face à Alain Foucault le 22 février 2022. Et ce n'est pas tout, charmant auditoire. Dans une autre interview parue sur Studio Tamani, le journaliste Khalifa Goïta affirme, je cite, « La grande opération militaire en cours au nord et au centre du pays a permis de récupérer une dizaine de villages sous blocus au centre. » Fin de citation. Qui sont-ils? Qui sont nos très chers contradicteurs à vouloir mettre un terme à ce processus de reconquête, malgré que la peur est en train de changer de camp. Car aujourd'hui, qui parle de cette transition, parle de la grande estime de soi et de la confiance que nos femmes ont aujourd'hui. Parle, mesdames et messieurs, de la montée en puissance fulgurante de ces derniers qui arriveront sans nul doute à assurer l'intégrité de notre territoire. Je vous remercie. Général, 21 mois. 21 mois de retard. 21 mois d'atermoiement. 21 mois de transgression.
21 mois que ces militaires essaient désespérément de redresser le pays. 21 longs mois, mesdames et messieurs, de rendez-vous manqués avec nous-mêmes pour retrouver notre voie dans le sens d'une saine et légitime administration de la justice. Si pendant 21 mois, ces autorités de la transition n'arrivent pas à donner de résultats convaincants, laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, que ce n'est donc pas une question de temps, mais plutôt de gestion. D'autant plus qu'après le coup d'État, il leur a été accordé un délai de 18 mois. Comment comprendre aujourd'hui que ces mêmes autorités de la transition qui avaient validé les 18 mois se retrouvent aujourd'hui à demander encore plus? On croirait qu'ils ne veulent céder le pouvoir, un pouvoir pris illégalement suite à un crime. Eh bien oui, mesdames et messieurs, il est paru dans l'article 121 de la Constitution du Mali que tout coup d'État ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Et là, j'aimerais m'adresser à notre cher collaborateur qui essaie quand même de défendre l'indéfendable. Comment pouvez-vous nous expliquer le refus et le manque de volonté de ces militaires d'organiser les élections? Est-ce parce que ces militaires, censés être au nord pour défendre nos couleurs, prennent goût au pouvoir? Ou bien veulent-ils encore profiter des bienfaits de la notoriété? Eh bien, en attendant curieusement la réponse de nos collaborateurs, mesdames et messieurs, analysons ensemble. Nous constatons que cette transition a tout chamboulé, notamment au niveau de l'alimentation, dont le prix des denrées alimentaires ont hautement aussi. En effet, selon le journal publié sur l'Essor, mercredi 13 avril 2022, le prix des denrées alimentaires ont atteint leur plus haut niveau jamais enregistré, en augmentant de 12,6%, que c'est énorme pour un pays en voie de développement. Il est parvenu dans ce même journal que le prix des céréales ont augmenté de plus de 17%, mesdames et messieurs. C'est plutôt décevant dans un pays dans lequel l'alimentation est fortement basée sur les céréales. Tenez-vous bien, mesdames et messieurs, car ce même journal nous fait savoir que le prix de l'huile végétale a bondi jusqu'à 23,2%, mesdames et messieurs. Je répète, 23,2%, mesdames et messieurs. Mais c'est inconcevable, mesdames et messieurs, même inacceptable. Très cher auditoire, mesdames et messieurs, poursuivre cette transition, c'est nous plonger vers notre propre perte. Prolonger cette transition n'est en aucun cas une nécessité. Et toute personne qui soutient cette transition suit une affabulation dont ils ne sont pas prêts à accepter. Je vous remercie. Quand on n'a rien à dire, il est préférable de garder le silence. Mes très chers contradicteurs parlent d'un délai de 18 mois. Mais ils oublient que leurs mentors politiciens ont fait plus de 60 ans à piller ces pays. Et aussi, l'augmentation du prix des denrées n'est pas due aux autorités de la transition, non, mais aux techniques et aux processus employés par vos mentors politiciens pour anéantir ces pays. Mesdames et messieurs, mes très chers contradicteurs réduisent les tâches de la transition à l'organisation brusque et précipitée des élections. Mais que font-ils de ces patients souffrant d'insuffisance rénale chronique qui sont en train de retrouver le sourire grâce aux autorités de la transition? Que font-ils de ces hôpitaux qui sont en cours de réhabilitation grâce aux autorités de la transition? Que font-ils de tous ces Maliens et Maliennes qui ont pu acquérir les sentiments de patriotisme grâce aux autorités de la transition? Mesdames et messieurs, donnons à César ce qui appartient à César. La transition a donné de l'espoir aux Maliens. Cet espoir, depuis trop longtemps, affaibli. Et on ne permettra à aucun mauvais patriote de venir nous dire le contraire. Honorable membre du jury, le Mali est un pays pauvre. Et les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique mouraient dans nos hôpitaux comme des mouches, par faute d'appareils de dialyse. Auparavant, au Mali ici, souffrir d'insuffisance rénale chronique était synonyme d'attendre sa mort. Et face à cette situation inquiétante, les autorités de la transition ont doté les centres hospitaliers universitaires du Point G de 10 nouveaux appareils de dialyse. Comme source, nos propres œufs. Mesdames et messieurs, ce n'est pas tout. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, à travers ses œuvres sociales, a doté également nos CESCOM, nos CCRF et autres structures de matériel, notamment des matériels d'échographie, des ambulances et des tables gynécologiques pour alléger la souffrance de nos mamans, source de toute vie humaine. Et comme illustration, voici quelques photos prises par moi et mon équipe le vendredi 13 mai 2022 aux environs de 14h30 à l'hôpital de Point G. Mesdames et messieurs, ces dons d'équipements médicaux vont sans doute renforcer le niveau des plateaux techniques dans les structures de santé civiles et militaires sur toute l'étendue du territoire national.
Et si les autorités de la transition ont pu accomplir ce qui pendant des décennies n'y était pas, je pense qu'il serait mieux pour mes très chers contradicteurs de l'ENI de comprendre qu'on doit leur donner cette chance de pouvoir redresser le Mali et les mettre sur les rails pour le bien des Maliens. Oui, nous ne voulons pas d'une transition qui perdure, mais la majorité des Maliens ne veulent pas aussi d'une transition bâclée qui va nous conduire à l'impasse encore. Ça ne sert à rien d'organiser ou de précipiter des élections tout en oubliant les besoins primordiaux du peuple malien. Car c'est la crédibilité des élections à venir qui assurera la survie de notre nation. Et c'est dans cette optique que les autorités de la transition, je vous remercie. Cher public, honorables membres du jury, chers contradicteurs, plus rien ne va au Mali aujourd'hui. Surtout sur le plan économique, il est incontestable de rappeler que l'économie du Mali connaît aujourd'hui des changements négatifs, voire chaotiques, avec le décaissement de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Cette nouvelle avait été annoncée par le ministre de l'économie et des finances, Al-Husseini Sanou. Le 14 avril 2022, selon ces derniers, les raisons sont sans nul doute que l'accumulation des échéances au titre de la dette publique pendant plus de 45 jours. À cause du gel des avoirs du Mali, empêchant toute transaction bancaire avec l'extérieur. Cependant, selon un article publié sur MaliJet le 25 avril 2022, la Banque mondiale s'occupe du développement dans notre pays avec des engagements financiers de plus de 2 milliards de dollars, soit approximativement 1000 milliards de francs CFA, représentant la moitié du budget de l'État. Cette enveloppe couvre en tout 31 opérations en cours d'exécution dans les secteurs comme l'agriculture, l'énergie, la gouvernance, l'éducation, etc., etc. Et quant à la Banque africaine de développement, elles interviennent dans 25 opérations. Elles interviennent dans 25 opérations dans les secteurs comme l'éducation, la gouvernance, l'assainissement. A-t-on besoin de rappeler que depuis son adhésion à cette banque en 1964, qu'elle a financé 118 projets pour un montant de 1500 milliards de francs CFA? Mesdames et messieurs, nous avons en tout 36 opérations en cours d'exécution dans les secteurs les plus importants pour notre économie. Une économie qui, en outre de l'aide de ses partenaires, est essentiellement basée sur l'exportation de coton, d'or ainsi que de bétail. Or, on est tous conscients aujourd'hui que l'exportation de ces ressources sont en récession avec la fermeture des frontières. Mesdames et messieurs, il n'y a pratiquement plus rien dans les caisses. Allons-nous tenir face à cette situation pendant combien de temps? Clé-Kélé, Sankélé, John Nebado. Charmant auditoire, arrêtons de nous voiler la face. Arrêtons de nous laisser intimider par les beaux discours de cette junte militaire qui nous font croire qu'elle maîtrise la situation alors que nous nous dirigeons de plus en plus vers un chaos économique total. Chers auditoires, soyons raisonnables envers nous et soyons raisonnables vers notre parti qui est le Mali. Et disons non à la prolongation de cette transition. Je vous remercie. Honorables membres du jury, les autorités de la transition ont simulé l'émergence d'une conscience nationale qui sommeillait auparavant. Aujourd'hui, l'élan patriotique né grâce aux bienfaits de cette transition sera sûrement le soubassement pour un Mali émergent. Comme ils ont parlé de démocratie, j'aimerais leur faire retourner en 9e année et leur rappeler la définition du mot démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et si c'est ce même peuple qui soutient la transition, c'est ce qui fait toute sa légitimité. Et les sorties récentes du peuple descendues dans la rue pour soutenir cette transition en témoignent éloquemment. Mesdames et messieurs, 2 ans, 2 années que nous voilà dans le pétrin. D'après les propos tenus par nos très chers contradicteurs, rien ne va sur le plan économique et il n'y a plus presque rien dans la caisse. Et pourtant, ils arrivent à tenir les salaires et ont équipé l'armée malienne plus que les 30 dernières années réunies. Et rien ne va dans la caisse. Le peuple du Mali, depuis 1960 à nos jours, ne s'est jamais autant reconnu à travers des autorités. Malgré les multiples difficultés engendrées par l'acharnement de la communauté internationale à travers les multiples sanctions non justifiées,
le peuple résiste et accepte de souffrir pour un lendemain meilleur. Et pour preuve, le Mali redevient premier producteur de coton avec plus de 760 000 tonnes dans la campagne, au titre de la campagne 2021-2022. Charmant auditoire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un exploit malgré l'embargo et le fait que notre pays ne perçoit aucun appui budgétaire depuis plus de 2 ans. Aucun appui budgétaire depuis plus de 2 ans. Ils inculquent la culture de l'autosuffisance économique et alimentaire. Nous apprenons petit à petit à vivre de nous-mêmes et à nous passer de toutes ces relations toxiques qui nous aliénaient. Le Mali aujourd'hui est craint, aimé, admiré et respecté. Et la peur est en train de changer de camp. Les sanctions prises par la CEDEAO et les autres organisations internationales, vous le savez, ne sont pas légitimes. Ça va à l'encontre de tous les textes de ces mêmes organisations. Et aujourd'hui, fils, filles du Mali, vous osez nous dire que nous n'avons pas besoin de temps pour construire ce qu'ils ont pris du temps à détruire. Fils, filles du Mali, aujourd'hui vous nous dites que rien ne va dans le Mali parce que vous êtes à Bamako. Aujourd'hui vous nous dites que rien ne va au Mali parce que vous êtes à Bamako. Allez-y au nord, allez-y voir ces familles, allez-y voir comment les Maliens ne peuvent plus être des Maliens. Je vous remercie. Chers camarades de la faculté de médecine, je vous en prie, soyez véridiques avec ce thème auditoire. Quand vous parlez de stabilité dans le pays, quand vous parlez de sécurité dans le pays, alors, qu'en dites-vous de cet article publié par le Centre d'études stratégiques de l'Afrique le 18 avril 2022 qui dit « Le Mali enregistre une augmentation de 70% des événements violents sous le régime militaire et le nombre de décès de civils au cours du premier trimestre 2022 est supérieur par rapport au taux annuel des années précédentes. » Mesdames et messieurs, le refus d'organiser les élections n'affecte pas que nous, mais il a aussi provoqué la colère de pas mal de structures qui n'ont pas hésité à nous sanctionner. En effet, ces sanctions commencèrent le 18 août 2020 par la CEDEAO qui n'a pas tardé à annoncer la suspension de toutes ces instances. Ensuite, successivement, le 19 août 2020 et le 25 août 2020 par l'Union africaine et l'Organisation internationale de la francophonie qui, à leur tour, suspend le Mali de toutes ces instances. Et depuis, des assauts répétés des sanctions qu'ils subissent le Mali. Et les plus vulnérables, mesdames et messieurs, furent celles du 9 janvier 2022 quand la CEDEAO et l'UEMOA décidèrent d'une fermeture de frontières entre le Mali et les pays de la CEDEAO et la suspension de toutes les transactions commerciales avec le Mali. Et celle du 4 février 2022, quand l'Union européenne décide d'une interdiction d'entrée du peuple malien sur le territoire de l'Union européenne et un gel des avoirs du pays. Des sanctions à conséquences fâcheuses, des sanctions qui ont des répercussions directes sur cette population malienne, telles les coupures incessantes d'électricité, le gel des avoirs du pays, le blocage des exploitations, et j'en passe. Et ce qui est si tout triste, mesdames et messieurs, c'est que ces militaires ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce qu'on peut retenir de la réponse du Premier ministre Choguel Maïga, interrogé sur les questions des blocages des exploitations de l'or et du coton lors de son passage au CNT qui dit, je cite, « C'est les questions auxquelles à chaud je ne peux pas donner des réponses qualifiées ni de position du gouvernement. » Très cher auditoire, aimable invité, je crois que ceci ne doit même pas être à débattre. Ces militaires se sont complètement trompés de place. Je suis désolé, mais Koulba, ce n'est pas la caserne. Ça peut sembler ironique, mais le palais présidentiel non plus n'est pas un champ de bataille. Alors, dites à ces militaires de retourner à leur place. Dites à ces militaires de retourner au Sahel, là où on a le plus besoin d'eux, et là où ils nous aideront sûrement à faire avancer ce pays. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, charmant public, honorables membres de jury, je crois que nos chers contradicteurs essaient vraiment de continuer à défendre l'indéfendable. S'ils nous disent que nous sommes premiers producteurs de coton, je leur demande bien, vous êtes premiers producteurs de coton, les frontières sont fermées, comment bénéficier de ces cotons-là? Je me demande. Également, vous avez dit qu'on n'a pas d'appui budgétaire depuis 2 ans. S'il vous plaît, nous sommes dans un débat responsable. Donnez-nous au moins les sources de ce que vous avancez. Également, mesdames et messieurs, ils ont dit un point très essentiel.
ils nous ont dit que nous sommes à Bamako, c'est pour cela qu'on dit qu'il faut freiner cette transition. Je leur retourne cela. Eux, ils sont à Bamako ici, c'est pour cela qu'ils veulent que cette transition, ça continue. En réalité, vers le nord, ça ne va pas. On nous dit chaque jour, de jour en jour, qu'il y a une libération, il y a eu de retour des déplacés. Mais en réalité, les peuples continuent à souffrir. Mesdames et messieurs, je tiens à rappeler à nos chers contradicteurs ici présents que de ne pas se voiler la face. Rien ne va au Mali depuis que cette transition est mise en place. Mais qu'à cela ne tienne, nous les remercions tout qu'on fait de nous avoir réconfortés tout au long de ce débat sur notre position. Mesdames et messieurs, nous n'allons pas paraître devant eux comme des positivistes qui sont là réellement à ne faire que critiquer, à défendre, voire pourfendu. Non, nous n'allons pas paraître cela. Cette transition doit être freinée. Qu'à cela ne tienne, nous allons leur faire des propositions convaincantes. Sur le plan électoral, mesdames et messieurs, il faut que les autorités de la transition nous donnent un chronogramme détaillé pour faire passer cela au Conseil national de transition pour voter la voie électorale. Mettre en place l'organe unique de gestion, l'organe de transparence 100% pour que le peuple malien ne refute plus les élections. La sécurité, je vais leur rappeler une chose. Comme je l'ai dit dans mon introduction, une transition n'a pas vocation à perdurer au pouvoir. D'où ils ne peuvent pas nous dire ici qu'ils vont nous sécuriser le Mali à 100% pour organiser les élections. Cela n'est pas possible, mesdames et messieurs. D'où qu'ils nous donnent un chronogramme détaillé et retournent rapidement à l'ordre constitutionnel. Que les autorités de la transition engagent des démarches responsables avec les membres de la CEDEAO pour la levée rapide des sanctions qui pèsent contre le peuple malien. Ça fait mal, mesdames et messieurs. L'embargo est en train de se sentir. Ça fait très mal, je vous l'assure. Aujourd'hui, comment croire que, chose jamais vue, le prix du mil dépasse celui du riz? Au Mali, ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait au Mali. Donc, ça fait mal, mesdames et messieurs. Également, j'aimerais dire à nos chers co-débatteurs ici présents que quand nous pensons Mali aujourd'hui, là où nous sommes, il ne faut pas penser Mali avec le cœur. Je suis désolé, mais il faut penser Mali avec une réflexion poussée, avec une réflexion sans limite. Car aujourd'hui, quand il s'agit de parler nation, je me sens concerné. Car je suis malien, je vis dans ce beau et dans cette belle nation. Mesdames et messieurs, ce sont quelques propositions dont nous faites à l'endroit des autorités de la transition. Et à travers les arguments dont nous vous avons donnés, et avec nos chers contradicteurs ici présents, ils sont obligés de rejoindre notre camp. Car errare humanum perseverare diabolicum. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, très chers invités, permettez-moi de repartir à la base, c'est-à-dire de prendre une communication beaucoup plus simple pour que nos très chers contradicteurs puissent comprendre et entendre, mais le mémoriser. Nous tenons à rappeler que nous n'avons pas parlé de sécurité totale, mais nous avons parlé d'une sécurité et des réalisations qui sont palpables. C'est ça. Mesdames et messieurs, nous tenons à dire aussi à nos très chers contradicteurs que les coupures d'électricité au Mali n'ont pas commencé sur la transition. EDM sévissait déjà bien avant. Mais laissez-moi vous dire que cette transition, soucieuse du devenir du Mali, est en train de réfléchir à construire une nouvelle centrale énergétique. Et tenez-vous bien, les matériaux sont bloqués en Côte d'Ivoire à cause de l'embargo. Mesdames et messieurs, cette transition avait des objectifs palpables. Pourquoi? Parce que dans la vie, pour être logique ou pour être scientifique, comme nous l'ont appris nos très chers enseignants de la FMOSFAF, il faut un processus. Il faut d'abord rechercher le problème à la base.
connaître le pourquoi. Après, poser des hypothèses. Ces hypothèses, est-ce qu'elles sont réalisables? Après ces hypothèses, mettre un plan d'action sur pied. Après ce plan d'action, passer à la réalisation. Les autorités de la transition ont visé cette transition sur 4 axes. Le premier, la sécurité dans le pays. Pourquoi? Parce que dans un pays, il ne peut pas avoir une minorité qui vote et une autre majorité qui ne vote pas. Ces élections ne sont pas légitimes, elles ne sont pas transparentes, elles ne sont pas inclusives. Mesdames et messieurs, deuxième point, les réformes pour un Mali guéri. Pourquoi des réformes? Parce que des choses deviennent obsolètes plus le temps avance. Que ça soit la constitution, que ça soit, comment je peux dire, les élections même, ou la mise en place des élections, tous ces processus ne sont plus adaptés à nos réalités. Mesdames et messieurs, troisième point, l'organisation des élections transparentes, inclusives et crédibles. Si on n'a pas fait tous les 2 premiers points, vous pouvez avoir des élections sans faire encore un coup d'État dans quelques années? Je ne pense pas. En dernier point, ces autorités ont décidé d'instaurer un principe de bonne gouvernance et un pacte de stabilité. Ça, c'était ces 4 axes. Mesdames et messieurs, si ce gouvernement de transition, après tout ce qu'on vous a montré, après les réalisations palpables que vous voyez, après le fait qu'à 6 heures du matin, quand tu te lèves, le pont, le deuxième pont est plein de personnel qui partent au travail. L'axe Sébenikoro est plein de personnel qui partent au travail parce qu'ils ont l'amour de ce qu'ils font et ils ont confiance en leurs autorités. Vous pensez que nos très chers contradicteurs et la CEDEAO ont raison de se placer contre le Mali? Je ne pense pas. Mesdames et messieurs, disons-nous la vérité, ils ne disent pas tout. En fait, le véritable problème, c'est que si le Mali décide de briller, toute l'Afrique de l'Ouest va briller aussi. Et qui dit toute l'Afrique de l'Ouest briller, dit l'Occident en feu. Qui veut que l'Occident soit en feu? Eux, ils ne le veulent pas, mais nous, on le veut. Mesdames et messieurs, sans vouloir être des profanes, c'est dans cette optique que les étudiants de la faculté de médecine, d'odontostomatologie et de la faculté de pharmacie font les recommandations suivantes aux autorités de la transition et aux acteurs politiques. Que la confiance que le peuple place en vous vous permette de vous rappeler toujours de faire passer l'intérêt général avant tout autre intérêt. Que les tentations du pouvoir ne vous poussent pas à vous éterniser au pouvoir. Et aussi, le dernier, le plus important, que le souci de formation des générations futures soit votre principal objectif. Car un homme réussit certes quand la génération qu'il laisse est de qualité. À la communauté internationale, qu'elle laisse le Mali s'épanouir, car elle n'est pas plus soucieuse de notre bonheur que nous-mêmes. Au peuple malien, que sa conscientisation, le respect des règles, ainsi que le savoir-vivre dépend de lui et ce n'est que elle qui peut changer le Mali. On a espoir d'un Mali nouveau. On a espoir d'un Mali où tout le monde est en mesure de dire ce qu'il pense. Et mesdames et messieurs, c'est possible, un Mali juste. Alors, un peuple. Un but. Une foi. Je vous remercie. J'espère, comme je l'avais dit au début, que rien n'est certain, mais ce qui est certain, certains vont certainement perdre, d'autres vont gagner, mais personne ne va perdre en fait. Personne ne va perdre. Puisque Kouroumigase Tchéntchéna, cette fois-ci, on va commencer par le nom de notre meilleur débatteur et avant de donner le nom de l'équipe gagnante. Ce matin, devant Dieu, devant Diamant que vous êtes, la personne qui a pu séduire les membres du jury à travers la puissance du verbe se nomme déjà, comme l'imam avait annoncé lors de son baptême, qui a été peut-être officiellement annoncé par les griots du jour. La personne s'appelle Adama Michel Melissa. Partant de cela, nous allons revenir
en ce qui concerne quelle équipe a été la plus performante de ce match, qui a opposé naturellement Eni et FMOS. Alors, de façon mathématique, Eni a eu 72,10 avec une moyenne de 14,42. Et de façon mathématique, avec tous les membres du jury, avec les assistants de deux facultés, qui étaient là pour nous empêcher de faire quoi que ce soit en termes de Namara. Naturellement, nous, on ne fait pas de Namara parce que je dois vous dire que j'ai été à votre place plusieurs fois et j'ai été des fois champion et des fois victime. Et je sais ce que ça fait d'être victime et je ne peux pas me permettre de faire ce même mal qui m'a, à un moment donné, a cassé le rythme voilà, de mes performances. Donc, rassurez-vous, même si l'œuvre humaine n'est pas du tout comme celui de Dieu, rassurez-vous que nous avons fait ce travail avec la conscience tranquille, avec toute notre dignité et honnêteté, parce qu'en quittant cette salle, partout où vous allez voir nos têtes, nous sommes responsables soit de votre victoire ou de votre défaite. Et ceci étant, nous n'avons pas fait de Nyenawoloma. Avec une note totale. Je me suis dégagé de toutes les responsabilités. Intelligemment, il a fait, mais nous aussi, on n'a pas été bêtes parce qu'il y avait des représentants. 74,95 c'est le total pour FMOS, avec une moyenne de 14,99, chose qui les met au top niveau de l'autre équipe qui était là à moins quelque part pour atteindre la victoire. Mais malheureusement, c'est FMOS qui gagne pour ce match également. Mesdames et messieurs, voilà ce travail qui a été confié à l'équipe des membres du jury et qui m'ont donné l'honneur de venir annoncer. Et en aucun cas, je ne suis responsable de l'ensemble du résultat en particulier. Et donc, j'espère que l'assistance est d'accord avec nous, avec ce travail que nous avons abattu. Et je pense que nous allons se retrouver bientôt pour une autre belle bataille des mots. À bientôt.